60 ans de vie politique en République du Congo, bilan et perspective, tel est le thème de ce grand débat. Avec moi, le ministre Bonaventure Mbaya, ancien ministre et membre de l'Internationale, une fois de plus socialiste, une fois de plus bonsoir. Et à ma gauche, un autre ministre, un autre ancien ministre, monsieur Alain Kwala Tipo, une fois de plus bonsoir. Et en face de vous, un universitaire, il s'agit de monsieur Serge Ikemi. C'est bien tout ce que l'on raconte sur le Congo, bâtisseur et tout le reste, mais vous n'oubliez pas que la vie politique congolaise a été aussi émaillée par des failles. Je prendrai pour exemple tous ces coups d'État que nous avions connus, puisque Youlou, il arrive, il est renversé, Massamba Deba arrive, pourtant vous êtes en train de faire l'éloge du président Massamba Deba. Je suppose que c'était un président hyper économiste, mais il est renversé. Marien Ngouabi arrive, il est renversé. Yomi Opango arrive, c'est un coup de palais, mais finalement, est-ce que nous étions réellement prêts à reprendre le destin politique de notre pays, comme l'avait laissé peut-être présager Opango, Youlou et Tikaya? Monsieur Kim. Bon, j'ai dit tout à l'heure que ce qui a caractérisé les pères de l'indépendance, c'était la jeunesse, la bravoure et l'action. Il faut avouer que le jeune d'hier et celui d'aujourd'hui sont différents. Les jeunes d'hier étaient braves et ils étaient des gens qui n'ont pas fait des hautes études comme ceux d'aujourd'hui. On peut dire professorat, peut-être qu'ils en avaient pas. Ils ont fait des bonnes études, mais ils avaient une éducation liée à l'éthique, une éducation liée à la bravoure, à la jeunesse. Mais c'est ce qui explique aussi ce comportement des coups d'État, parce qu'il y avait comme une lutte interne. Qu'est-ce qu'on reprochait aux uns aux autres en ce moment-là? Qu'est-ce qu'on reproche à Youlou? Qu'est-ce qu'on reproche à Massamba Deba? C'était juste du haut de toi que je m'y mette, parce que c'était pas bien après, on peut dire qu'il y a eu l'idéologie qui a opposé Massamba Deba et Marien Ngouabi, mais quand Marien Ngouabi arrive, on doit voir que il veut emmener le pays vers la gauche. Et quand il arrive, c'est pour penser que il faut tout emmener au peuple. La preuve, la devise à l'époque, il dit tout en répond pour le peuple. Rien que en répond pour le peuple. Ça veut, c'est pas comme aujourd'hui on dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Non, c'était tout ce que nous devons faire. J'ai discuté avec un doyen qui m'en a expliqué, le doyen Bongwande, qui devait être dans son cabinet, qui a dit à l'époque, il voulait tout faire pour que ça revienne au peuple. Toute action, toute œuvre, tout acte doit être posé pour le bien du peuple. C'est ce qu'on doit aujourd'hui ensasser, à mon avis. Est-ce que ça veut dire que Massamba Deba, lui, faisait plutôt le contraire de ce que Marien Ngouabi va emmener ou a voulu emmener? C'est important aussi, quand vous parliez des coups d'État, vous avez tout à l'heure fait remarquer qu'il fallait pas qu'on sorte au-delà de nos frontières. Mais quand on avait ces coups d'État, Kinganga, Kolela, etc., mais c'est parce que nous étions dans une centralité géostratégique. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud raciste, l'armée sud-africaine raciste, avait fait de sa zone d'intervention, zone de défense, jusqu'au Congo-Brazzaville, par rapport justement aux engagements que nous avions à l'époque aux côtés des peuples libres, enfin, ceux qui se battaient pour leur liberté. Donc pour les jeunes qui aujourd'hui ont 20 ans, ils auront 80 ans dans 60 ans, ceux qui avaient 20 ans à cette époque-là en ont 80 aujourd'hui. Je crois que pour ceux qui ont 80 aujourd'hui, ce qu'ils feront leur bilan, c'est une espèce de bilan de clôture d'exercice. Moi, j'ai 61 ans, donc j'ai vu le jour une année avant l'indépendance, donc nous sommes dans une espèce de bilan à mi-parcours. Mais qu'est-ce qui explique les coups d'État? Ce qui explique les coups d'État, mais lorsque les mouvements de déstabilisation partent de la RDC pour pénétrer Brazzaville, on était dans une réalité géostratégique. Nous étions du côté de la gauche mondiale, nous étions du côté des luttes de libération, et nous étions forcément anti-occidentales et donc anti-américains. Et à ce moment-là, les contradictions internes qui ne manquent pas, et les convictions probablement aussi internes, parce que le président Youlou était un anticommuniste, le président Kolela également était un anticommuniste, donc il y avait une espèce comment dirais-je, de prolongement de cette réalité Est-Ouest, de cette réalité géostratégique au sein du Congo et au sein du parti. Et au sein du parti, vous avez par exemple des nouvelles générations telles que Onge Diawara, toutes ces personnes étaient émerveillés par Fidel Castro et notamment Che Guevara. Donc, il y avait des contradictions. Et comme nous étions dans le centralisme démocratique,
Donc, comment arriver à faire prévaloir ses opinions? C'était des intrigues, des coups bas et des renversements. Et je ne vous cache pas, ceux de ma génération se souviennent que nous nous réunissions dans la rue Bakoukouya sous un avocatier, où là, on analysait comment est-ce qu'un jour nous allions pouvoir mourir. On se préparait à mourir pour notre pays. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas cette espèce d'ouverture démocratique, pluraliste, actuelle que nous découvrons tous lorsqu'on arrive en France, en réalité. Monsieur le ministre, est-ce que le socialisme bantou de Massamba Deba, est-ce que c'était un modèle de gestion négatif pour le Congo pour que ce monsieur, ce président, vous l'aviez dit, bâtisseur, soit renversé par Marine Ngouabi qui nous emmène le socialisme scientifique? En fait, le débat qu'ils avaient, je me suis beaucoup, en quelque sorte, éclairé en en parlant avec les aînés, c'est-à-dire avec Ndalagraï, avec le doyen Noumazala, et paix à son âme. C'était deux aînés qui nous ont formés aussi politiquement parce que nous étions aussi de gauche. Et c'était des écoles de pensée. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que, en quelque sorte, le président Massamba Deba avait estimé que, en tant qu'Africain, en tant que Bantou, on devait utiliser la culture et la tradition africaine pour bâtir le socialisme. Et qu'en réalité, lorsqu'aujourd'hui, nous qui sommes à l'international socialiste, lorsque j'analyse les grands principes de la social-démocratie ou du socialisme, en réalité, nous les retrouvons naturellement dans la culture africaine. Dans la culture africaine, nous sommes socialistes. On n'a pas attendu d'aller à l'école des Blancs pour savoir ce que c'est que le socialisme. Nous avons ça dans notre culture. Nous avons le sens de l'amour du prochain. On n'a pas attendu l'arrivée du christianisme, on vivait déjà avec ça. Et nous avons le sens du compromis, le compromis politique. C'est-à-dire plutôt que d'aller vers des affrontements, on doit avoir la capacité, redévelopper la capacité de s'asseoir pour trouver des solutions à des problèmes qui peuvent mettre en difficulté l'unité nationale, la concorde nationale. Mais il y a eu le renversement du président Massamba Deba. Le renversement, de l'unité tout à fait, tout le reste. Et le renversement du président Massamba Deba, comme l'a dit le ministre Alain Akwala, c'était l'action de l'extérieur qui voulait agir sur les tendances qu'il y avait au sein du parti unique, donc au sein du MNR. J'ai rediscuté de ça avec le doyen qui était à Kinshasa, là, Yerodia Ndombasi. Paix à son âme aussi. Yerodia Ndombasi m'a reçu plusieurs fois chez lui à Kinshasa. Et à l'époque, il était un des idéologues qui formait les Congolais ici, avec l'Endala Graï. Il m'a expliqué. Il y avait une espèce d'agora de gauche. Hein? Les gens qui étaient en train de récupérer la vision que des anciens comme les Lumumba avaient développé en RDC, et Lumumba avait été en quelque sorte assassiné un peu à cause de ça, mais les idées étaient des idées de gauche. Bon, il était un peu en avance par rapport à son temps, mais ce sont ces idées de gauche que, y compris les Kwame Nkrumah, ont récupéré pour créer le groupe de Monrovia, qui s'est opposé au groupe de Casablanca. Le groupe de Casablanca pour créer l'OUA, le groupe de Casablanca autour du roi Mohamed V, donc le grand-père du roi actuel, donc le papa de Hassan II. Et ils étaient pour une Afrique unie, et les Kwame Nkrumah, les Lumumba, ils étaient plutôt dans cette dynamique-là. Et vous pensez que dans leur dynamique, le président Yulu était un mauvais pion parce que oui, le président Massamba Deba était un mauvais pion parce qu'il emmène le socialisme au Bantou, il fallait le faire partir au profit du socialisme scientifique au Congo. Mais le socialisme scientifique, c'était beaucoup plus l'action des pays européens, et puis ceux qui avaient été formés en Europe avec cette idéologie, qui sont revenus ici et qui ont considéré que quand le président Massamba Deba parlait du socialisme bantou, il était un peu comme quelqu'un du Moyen-Âge, et que la modernité, c'était plutôt d'amener le socialisme scientifique. Et malheureusement, le socialisme scientifique prend un grand coup au Congo.
lors de l'assassinat le 18 mars du oui, président Marine Wabidi. du président Alors, Marine on lui Wabidi. reproche quoi, lui également, dans cette vie politique? Bon, c'est très difficile de le dire. Merci, je voudrais ajouter ceci, c'est que tout ceci, ils ont expliqué que ça se passe par l'action interne au niveau de la nation, au niveau des partis politiques, avec l'action extérieure. Donc, il y a l'influence de l'impérialisme qui utilise les valets locaux pour faire aboutir ses ambitions. N'oubliez pas que l'ancien colonialiste, je dis globalement, a donné l'indépendance et la liberté politiquement et peut-être administrativement, mais il a maintenu cela économiquement, soit par le franc CFA, soit par des accords qu'on a eu à signer au niveau de Lomé. Ça fait que à tout moment, l'impérialiste tire sur les ficelles pour l'instabilité politique dans nos pays afin de continuer à utiliser les barbouzes. Vous connaissez l'histoire des barbouzes qu'on utilise toujours pour qu'ils soient comme des représentants des intérêts des partis et des tendances politiques de l'Occident dans nos pays. Ça continue jusqu'à présent. Je essaie de savoir qu'est-ce que la vie politique, vous allez parler, monsieur le ministre, qu'est-ce que la vie politique nationale reprochait à Ngouabi? Marine Wabidi était une sorte de Thomas Sankara avant l'heure. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Je continue. Parce que c'est un homme, pour moi, dans la rue Bakoukouya, je l'ai vu passer seul au volant de sa voiture, et pendant que nous jouions et on courait après. Et je crois qu'il avait pris à la tête du Congo, au nom du Parti congolais du travail, parti unique à l'époque, des positions qui étaient quand même courageuses. Je raconte une anecdote. Nous sommes à l'État-Unide où Marine Wabidi s'exprime après son retour de Cuba. Ils ont pris la décision avec Fidel Castro d'organiser un pont aérien parce que les troupes de l'UDITA, FLNA, sud-africaines, zaïroises étaient à 25 km, étant de progresser sur Luanda. Et donc c'est le Congo et Cuba qui décident de faire ce pont aérien. Non, attendez, c'est important. Mais oui, mais c'est important. Mais pourquoi Mugabe est mort alors? C'est pas uniquement parce que les Congolais n'aimaient pas. Je crois que c'est l'un des présidents les plus populaires de l'histoire de notre pays. Donc, il y a des raisons extérieures, des raisons internationales. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que le Congo ne lui reprochait rien du tout? Je crois que le citoyen congolais ne reprochait rien à Marine Wabidi. La preuve, c'est qu'à la conférence nationale, il a été, en guillemets, si je dis, réhabilité. Et c'est important pour ceux qui nous écoutent, cher ami. En 5 minutes? Oui, 30 secondes. Bon, 5 minutes quand même. Bon, 30 secondes. C'est-à-dire que c'est Wabidi, Castro, pont aérien, le matériel militaire quittait Cuba, passait par Pointe-Noire, donc le Congo, d'où le nom aéroport Agostinho Neto, pour rentrer à Luanda et repousser les troupes sud-africaines, UNITA, FLA. Et lesquels qui défendaient Luanda à ce moment-là, lorsque ces troupes étaient à 25 km de Luanda, c'est l'armée populaire nationale, notre armée, et l'armée de la Guinée de Sékou Touré. Donc lorsque vous faites face à, aux puissances internationales qui veulent structurer le monde, vous exposez votre vie. Et donc, avec quelques ramifications internes, et on atteint votre vie. C'est peut-être pas ça l'explication, puisque il est déçu par le parti unique de manière générale. Là, les Congolais réclament cette fois-ci leur liberté de penser, leur liberté d'agir, leur liberté de parler. Ils réclament ensemble leur souveraineté sur le plan national par un grand dialogue. Vous l'aviez compris, il s'agit de la conférence nationale souveraine qui se tient pour ne plus reproduire les échecs d'après l'indépendance du Congo et marque le retour du pluralisme politique et des libertés fondamentales. Est-ce que, selon vous, chers messieurs, ces retrouvailles au Palais des Congrès, au Palais du Parlement actuellement, est-ce que ces retrouvailles avaient-elles réellement posé les bases d'une bonne démocratie au Congo, monsieur le ministre? Ce n'était pas la première conférence nationale. Il y a une première conférence nationale qui s'est tenue en 72. C'est pour montrer effectivement l'esprit d'ouverture que le Congo avait à l'époque sur le parti unique. Nous avons décidé, Marine Wabidi a décidé que l'on puisse se retrouver. Et là, d'ailleurs, le ministre Mbemba Martin, qui à l'époque était étudiant à Nancy, que nous avons remplacé quelques années après,
bon, s'était révélé de manière un peu discourtoise, hein. Et face à une espèce de huée générale, ministre. Marine Nous avions sauté Mabior, 72 parce qu'il y a eu la grande conférence. oui, d'accord, mais c'est quand même important Pour de dire. 72, en fait, quand on a fait 72, oui. nous sommes repartis dans les travers. Oui, mais c'est pour Et on montrer. arrive aux années 90, Mais c'est pour on montrer. pense que ça peut s'arranger. C'est pour montrer que, comme les frères ont dit, il y avait déjà une culture donc du dialogue dans le pays, et le Parti communiste du travail de cette époque-là disait que la critique et l'autocritique devaient être permanentes. Est-ce que 72 a été une réussite ou un échec? Je crois que 72 a pu décrisper une situation politique interne qui devenait très tendue. Et en 77, nous avons eu un coup d'État, mais vous avez dit que ça venait de l'extérieur. C'est pas grave. Puis nous avons les années 90 avec la conférence nationale. Réussite ou échec? Est-ce que les bases avaient été posées en ce moment-là? Il y a un participant là. Juste à la sortie de la conférence nationale. Oui, nous avons participé à la conférence nationale. Nous étions les jeunes de la conférence nationale à ce moment-là parce que les plus âgés, on n'avait pas plus de 35 ans. Alors, à la conférence nationale, Monseigneur Ernest Combo, qui a dirigé la conférence nationale, nous entretenait, nous les jeunes de la conférence nationale, parce que nous étions très bouillants dans la salle. On critiquait les aînés, on critiquait ceux qui dirigeaient, on voulait dissoudre des partis, on voulait faire beaucoup de choses. On avait mis la commission des biens mal acquis qui était dirigée par un jeune aussi, hein, et la commission assassinat, ainsi de suite. Certains analystes pensent que la conférence nationale avait été convoquée pour faire partir un seul homme, M. Denis Sassou Nguesso. Non, c'était pas tout ça exactement. La conférence nationale n'a pas été je dirais, une spécificité du Congo. Non. La conférence nationale avait été proposée, ou en quelque sorte imposée, par la France. C'est la France avec François Mitterrand à la tête de la France. Il y a eu le premier sommet un peu de la Baule, où la France a rassemblé les Africains, les chefs d'État africains, et Mitterrand a dit qu'il fallait que l'Afrique devienne un continent démocratique. Et pourquoi Mitterrand dit? C'est peut-être parce qu'il remarque que les Africains eux-mêmes se plaignent. Restons au Congo. Non, c'est dit peut-être, hein, restons au Congo. C'était dans une dynamique internationale. Monsieur le ministre, les populations au Congo disent ouais. La conférence nationale va arriver, Monsieur Denis Sassou Nguesso va partir, on va sortir libre. Et quand on voit la conférence nationale... Mais c'était pas Denis Sassou Nguesso qui partait. Quand on lit la conférence nationale, ouais. On va être un peu honnête envers nous-mêmes, oui, hein, oui. reconnaissant que lorsqu'on a tout suivi la conférence nationale, oui. Les Congolais se sont dit, nous ne voulons plus de ce monsieur et de la campagne. Non, c'est parce que les Congolais, ils n'ont pas été bien informés sur les raisons pour lesquelles on faisait des conférences nationales en Afrique. C'est parce que c'était... Donc, parlons du Congo. Du Congo, oui, oui. Dynamique africaine. Du Congo. C'était une dynamique... Oui, justement, je vais arriver au Congo. La dynamique était internationale parce que déjà en Europe, les Européens voulaient, en quelque sorte, réaliser ce que les fondateurs du Club de Rome, en 1958, avaient décidé. Faire une Europe unie de l'Atlantique à l'Oural. Ça voulait dire que cette Europe devait englober l'URSS, qui à ce moment-là était en quelque sorte le parrain des régimes marxistes et léninistes. Comprenez? Donc à partir de cette idée-là, dans les années 90, il y a eu la perestroïka en URSS. Il y a Gorbatchev qui a atomisé l'URSS, des provinces, des républiques qui faisaient partie de l'URSS se sont autonomisées. Il y a eu donc l'Estonie, la Lettonie, l'Ukraine, et ainsi de suite. Et ça a eu des conséquences sur d'autres pays européens, comme la Yougoslavie, qui a été atomisée aussi, avec la création de la Serbie, de la Croatie, et ainsi de suite. Du Kosovo, et l'Albanie aussi a pris Donc, dans cette même dynamique, on a cassé le mur de Berlin, on a refait l'unité de l'Allemagne, des deux Allemagnes, et les gens ont dit, puisque nous sommes en train d'aller vers une démocratisation de l'Europe, il faut que cette démocratisation atteigne également les continents africains. C'était ça l'objectif du sommet de la Baule. Et c'est pour cela que quand les chefs d'État sont rentrés ici, en Afrique, après ce sommet de la Baule,
chacun, progressivement, a essayé de mettre en place cette conférence nationale. Les Béninois ont commencé et ça circulait un peu partout. Mais dans les pays qui étaient plutôt marxistes-léninistes, les gens ont voulu freiner un peu cela. Et c'est pour cela que dans des pays comme chez nous ici, il y a eu les lettres ouvertes, machin, et tout ça pour aller vers la conférence nationale telle que la communauté internationale l'a souhaité ici. D'accord. La conférence nationale s'est tenue. Les Congolais, semblerait-il, lavaient leur linge sale En famille. Oui. Les Congolais ont procédé par ce lavement des mains à la fontaine située en contrebas de l'esplanade du Palais des Congrès. La question posée, c'est de savoir est-ce que ces retrouvailles avaient réellement posé les bases d'une vraie démocratie au Congo. Monsieur Kim. Merci. Je pense que la conférence nationale est la conséquence de la politique internationale, c'est-à-dire la conséquence de la guerre froide. Il a bien dit, en partant de la perestroïka, la démocratisation de l'Europe, il fallait démocratiser également l'Afrique. Mais au sein du Congo, il y a des cadres qui ont fini leurs études en Europe, ont vu fonctionner la démocratie et les partis politiques bouillonnent d'envie de prendre en main la gestion de la chose publique, appelons les choses par leur nom. Ils rentrent dans le pays fraîchement avec l'intelligence nécessaire, ils veulent être des acteurs. Et c'est ici qu'au lieu de saisir l'opportunité de la conférence nationale, il y a eu, on va dire, le crédit d'avoir démocratisé le pays, mais c'est un rendez-vous manqué. Parce qu'au lieu d'élaborer des stratégies de développement du pays, on est rentré dans la politique politicienne des calculs et des intérêts d'ego très poussés, de vouloir se venger contre Denis Sassou Nguesso qui est aux affaires. Ah, vous me rejoignez quand même, hein? Oui, je pense que à ce niveau-là, il y a eu quand même un rendez-vous manqué, quoique il y a eu un crédit d'avoir démocratisé le pays, mais on n'a pas su, en ce temps-là, élaborer des stratégies de développement du pays. On a fait que de la politique. Vous gardez la parole puisque nous allons parler des perspectives en 3 minutes. Oui. En 1 minute, pour ne plus avoir affaire à ces ratés que nous avions connus. Oui. Le Congo aura 60 ans d'indépendance le 15 août 2020. Oui. Quelles sont les perspectives d'avenir en 1 minute? Chacun de vous aura 1 minute avant que je ne passe à la conclusion de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les ratés? Je pense que pour la conférence nationale, on a raté ce rendez-vous. Les perspectives. Pour les perspectives, il faut commencer par, de mon point de vue, par le savoir. Il faut commencer par former le Congolais du point de vue intelligence et du point de vue éthique. Parce qu'il y a la dépravation des mœurs maintenant au Congo. Le jeune Congolais d'aujourd'hui et celui d'hier, il n'y a plus d'idéal. Il n'y a plus de responsable politique, il n'y a plus de cadre homme d'État qui peut servir de modèle quand on dise que je veux ressembler à. Ça devient rare au Congo. Tout le monde est dans l'esprit de vouloir s'enrichir, alors s'enrichir de manière illégale, de manière sauvage à la limite. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'éthique. Je sais qu'il y a 1 minute qui reste, mais il faut quand même que je dise 2-3 mots sur la conférence nationale, au-delà des Alors, en aspects, 1 minute 30. au-delà des aspects internationaux, discours de Labo, etc. Je vous recommande de lire le verbatim de Jacques Attali. Vous verrez comment cette conférence a été organisée. Le propos tenu par François Mitterrand qui disait démocratie contre l'aide, c'était quand même infantilisant pour les Africains. Le seul qui avait réagi à cette proposition, c'était le roi Hassan II, dont le pays a une véritable tradition, civilisation, culture et histoire. Bien. Et d'ailleurs, Jacques Chirac, à l'époque, Premier ministre, avait dit c'est un luxe que les Africains ne peuvent pas se permettre. Quelles sont les perspectives? Maintenant, en ce qui concerne notre propre pays, je pense que la Cour nationale, malheureusement, a fait ressurgir les vieux démons. C'est-à-dire, on a vu comme ça des partis se créer avec des configurations ethnico-régionales. Bernard Kolela, c'est le pôle. Ça n'a choqué personne. Pascal Issouba, c'est le Nyari Labunzala Lekumo. Ça n'a choqué personne. Et le PCT, que l'on a tous critiqué au cours de la conférence nationale, notamment le président du Sassou Nguesso, qui pourtant a accepté la conférence, c'est ça, il faut quand même le reconnaître, et bien c'est le PCT qui se retrouve encore comme étant le parti qui avait une espèce d'assise nationale. Et ça, il faut quand même s'interroger. D'où ces conflits à caractère ethnique, tous ces leaders à
à caractère ethnique. D'où ces partis où les leaders peuvent tenir une réunion dans un patois. Ça ne choque personne. D'où des partis qui sont capables de se réunir dans une cabine téléphonique. Ça ne choque personne. Les perspectives. C'est dommage que je n'ai pas pu parler des aspects économiques parce qu'on est passé par on a une émission là-dessus, voilà, mais bon, etc. C'est pour la semaine prochaine. Les perspectives. Nous devons tout faire pour changer la culture de la gouvernance économique et financière de notre pays. Il faut qu'il y ait au cœur et au centre donc de l'action gouvernementale, de tous les leaders, de tous dirigeants, l'éthique, comme l'a dit notre ami dès le départ. Et je crois qu'il faut trouver une espèce de projet qui soit fédérateur, un projet qui réveille les énergies des nouvelles générations actuelles, parce que moi j'ai 60 ans, donc je suis déjà dans une zone. Nous avions compris, monsieur le ministre. Moi je pense, votre homologue aimerait parler aussi. Je finis. Il faut que les Congolais réfléchissent sur la construction d'un canal Congo-Océan, un canal qui puisse relier Brazzaville aux alentours du Kwilu de Pointe-Noire, dans la zone de Madingokai, et c'est faisable. Et ça peut être le projet de ce siècle. Monsieur le ministre, les perspectives pour ne plus déraper? C'est de revenir un peu à l'idée première, celle des pères de l'indépendance. Reconsolider l'unité nationale et la concorde nationale, ça veut dire en clair aussi qu'il faudrait qu'on reprenne cette idée d'encadrer les générations. Nous devons arriver à une étape où, au lieu de continuer à gérer les problèmes du pays en termes d'opposition et de majorité, on commence à les regarder en termes de génération. Nous appartenons à une génération intermédiaire entre celle de nos aînés papa de la décennie 30 et la décennie 40. Ceux qui sont nés dans la décennie 1930 et 1940, ce sont nos aînés et nos papas à nous qui sommes nés dans la décennie 50 et la décennie 60. Maintenant, nous avons des cadets qui sont nés dans la décennie 70 et la décennie 80, qui ont aujourd'hui l'âge pour prendre la relève après notre génération à nous. Nous avons été élevés, éduqués dans le strict respect de nos aînés. Nous n'avons jamais brutalisé nos aînés. La génération de ceux qui sont nés dans la décennie 50 et 60 n'ont jamais organisé de coup d'État contre les aînés de la décennie 30 ou 40. Nous les avons toujours assistés ou accompagnés parce qu'on aura toujours besoin de leur expérience. Ils ont même été des modèles pour notre génération. Et nous, notre génération, oui, je termine rapidement. Nous, notre génération, dans la perspective donc pour la République, pour le pays, il faut que notre génération, qui est devenue donc une génération charnière entre celle de nos aînés et celle de nos cadets qui ont aujourd'hui des prétentions ou je dirais des ambitions, on comprend. Il faut que cette génération puisse encadrer les cadets pour que ces cadets comprennent quel est l'avenir de ce pays et de quel type de pays ils doivent hériter dans le dialogue. Il faut qu'on réinstaure l'idée du dialogue par le travail, le dialogue, au lieu d'aller dans les affrontements où les Congolais vont s'entretuer encore entre eux, alors que nous sommes les enfants d'une même nation, donc les enfants d'un même père et d'une même mère. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On ne peut pas être des chrétiens, Merci beaucoup. D'accord, merci. C'est très passionnant, mais bon, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Ouais. On aura l'occasion d'en parler juste après la période des indépendances, juste après le 15 août. 60 ans de vie politique en République du Congo, bilan et perspective. Vous comprenez que tous les trois invités ont dit la même chose. Monsieur Ikemi parle d'une industrie du savoir. C'est pratiquement la même chose que monsieur Alain Akwala, même s'il précise dans son explication, là, il faut mettre des efforts. Mais c'est aussi pratiquement ce que vous dites, une industrie du savoir dans l'entente, dans l'unité. Et c'est comme ça que nous allons éviter cette façon de s'arracher le pouvoir. Nous allons éviter les coups d'État. Nous allons aussi éviter un peu cette mauvaise gouvernance que le Congo connaît. Mesdames et messieurs, merci d'être avec moi. Monsieur le ministre Alain Akwala Tipo. Monsieur le ministre, merci. Merci. Et surtout, vous ne dites jamais non, c'est bien pour nous parce que vous êtes désormais dans ces personnes ressources. C'est important de débattre dans le pays. C'est important. Merci beaucoup. Nous espérons que monsieur le ministre fera comme vous. Merci beaucoup. Oui, je reviendrai. Merci beaucoup et bonne fête nationale à tous les Congolais, à tous nos frères. C'est normal. Ainsi que monsieur Serge Ikemi, universitaire et président du think tank Café du Savoir.
Le Café du Savoir, justement, si vous m'accordez 10 secondes, c'est quoi rapidement? C'est un cercle de réflexion qui organise des conférences, débats sur des questions d'actualité afin de positiver la société, parce qu'il faut dialoguer, il faut échanger, il faut débattre de manière libre, de manière à créer un choc des idées qui peuvent construire la nation. Ça peut déjà être un levier pour éviter les dérapages du passé à partir du 15 août 1960. Le choc des idées pour Voilà. C'est déjà un levier important pour rassembler les Congolais. Merci beaucoup, M. Ekimi, pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Nous souhaitons arriver au Café du Savoir et puis partager avec tous ceux qui sont là. Ça revient avec force et vigueur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le prochain débat sur les indépendances, c'est déjà demain. Nous parlerons des questions économiques. À demain.